Voilà, bienvenue dans la suite. Pour commencer, je vais vous parler de ces deux hyperviseurs, VMware Workstation et Oracle VirtualBox. Alors nous sommes en 2016 et j'ai eu la chance d'avoir les deux versions des hyperviseurs les plus récentes parues. Ça, c'est la version d'Oracle de VMware à jour, donc la version 4.3. Et celle-là, c'est la version de VMware la plus récente, la version 12. Donc, bien sûr, il y a des correctifs, 12.0, quelque chose qui sont là, mais bon. 12 est la version la plus récente en 2016, actuellement, le 15 janvier. Donc, lorsque vous regardez, voilà à quoi ressemble un hyperviseur. Celle-ci est l'interface de VMware et celle-ci est l'interface de Oracle. Qu'est-ce qu'on peut retenir en commun? C'est que dans les deux, nous avons la partie gauche qui permet de faire le résumé ou bien l'endroit où on met les raccourcis vers des ordinateurs virtuels créés. Ici, je vois que je crée un ordinateur, c'est toujours à gauche. Au-dessus, la barre de commande, même que sur VMware, donc à gauche, l'ordinateur, et au-dessus, j'ai la barre de commande sur les ordinateurs. Donc, lorsqu'une machine est créée, par exemple, et qu'on veut l'utiliser, là, il y a des contextes qui se créent. Lorsque je fais Power, bien, je démarre la machine virtuelle qui va se charger. De même que sur VirtualBox, donc lorsque je démarre, je lance la machine virtuelle qui va aussi se créer. Et nous voyons que les interfaces varient d'un hyperviseur à un autre. Et là, lorsque je vais sur VMware, la machine est juste ancrée au milieu. Tandis sur VirtualBox, la machine n'est pas ancrée au milieu, mais il faut appeler le bouton afficher pour montrer l'interface de la machine. Les hyperviseurs ont une certaine intelligence de façon que lorsque vous les utilisez, donc là j'ai une machine physique, regardez bien, j'ai une machine physique, celle-ci, c'est ma machine, mais à l'intérieur de cette machine, j'ai deux autres ordinateurs. J'ai le premier ordinateur qui est là, j'ai le deuxième ordinateur qui est là. Donc au total, au lieu d'avoir une machine, j'ai trois machines. Et les choses que je peux faire avec trois machines sont largement au-dessus de ce que je peux faire avec une machine. Pour être sûr, je vois si je vais dans l'invite des commandes pour vérifier, je tape la commande hostname, et bien j'ai le nom de la machine qui s'appelle myPC. Mais lorsque je vais sur celle-ci, je vais dans accessoires, j'ai l'invite des commandes. Lorsque je tape le nom de la machine hostname, et bien là c'est un autre nom. Là j'ai pigra-pc2, donc j'ai trois machines. Je peux aussi, par exemple, imprimer une autre. Et là, tout curieusement, c'est un Windows 7 qui démarre. Et là donc, j'aurai quatre machines directement avec lesquelles je peux travailler. Alors, quelles sont les fonctions des hyperviseurs? Les hyperviseurs ont un affichage contextuel, bien sûr, après avoir invité. Regardez bien, lorsque je diminue la machine, elle vient s'adapter directement à la taille et à la position qui fait à ce que je puisse la contempler à chaque moment. Donc, l'écran change en fonction de ma personnalisation. Donc, lorsque je tire vers le haut, eh bien, j'ai un petit écran. Lorsque je tire vers le bas, eh bien, j'ai un écran moyen. Donc, par exemple, ça c'est le format de la tablette. Donc, j'ai mon laptop, mon écran qui s'affiche au format tablette et tout ce que je peux faire comme opération sont toujours au format tablette. Bien sûr, j'utilise XP pour les concepts pédagogiques, mais je peux aussi utiliser Windows 7
Ceci est aussi valable pour VMware, donc l'écran s'adapte à mon besoin. Donc quand je diminue, eh bien, il s'adapte aussi à ma vue. Quand j'étire, eh bien, il s'adapte là. Quand j'étire beaucoup plus long, eh bien, il s'adapte de même que le Windows 7. Donc quand j'étire, il s'adapte. Quand je tire vers le haut, il s'adapte. Et quand j'ai rempli tout l'écran, eh bien, il s'adapte aussi à mon utilisation. Et donc, les hyperviseurs me permettent de travailler avec des ordinateurs virtuels, mais tout en étant le plus à l'aise possible. Alors ici, je bascule de machine en machine, bien sûr, en cliquant sur les deux. Alors, comment est-ce que les hyperviseurs fonctionnent? Les hyperviseurs fonctionnent très simplement. Donc sur VMware, lorsque par exemple je vais créer une machine, il y a une option pour créer une nouvelle machine. Il y a une option pour ouvrir une machine virtuelle existante. Il y a une machine qui permet de me connecter à un autre hyperviseur de même type distante. Il y a aussi une fonction pour me connecter, cette fois-ci, à mon fournisseur Cloud Air, VMware Cloud Air, bien sûr avec mon hyperviseur. Explorons les options une après l'autre. Donc, si je vais créer une machine, je vais cliquer sur Create. Et j'ai deux options. La première, ce qu'on appelle typique, c'est-à-dire prendre les paramètres par défaut, c'est-à-dire créer une machine qui est compatible uniquement avec la version VMware 12. Et j'ai l'option personnalisée où je peux paramétrer la compatibilité de la machine virtuelle que je vais créer. Et j'ai toutes les versions de VMware qui sont prises en charge à partir de VMware Workstation 5 jusqu'à 12. Et à chaque fois, il y a la première chose, une compatibilité avec le serveur ESX. La version VMware 12 est compatible avec avec toutes les versions de ESX Server. Lorsque je change vers 11, eh bien, compatible aussi avec ESX Server 6 uniquement, Fusion 8, Workstation 11 et 12. Et ce qui est dit, on me donne aussi toutes les limitations, c'est-à-dire je ne peux pas avoir une machine virtuelle qui a plus de 64 Go de mémoire, qui a plus de 16 processeurs, qui a plus de 10 adaptateurs réseau, on en parlera, qui a plus de 8 Tera de disques, et ici on ne supporte pas les DirectX, c'est-à-dire les accélérations graphiques, ce qui est bien sûr supporté au niveau de la version 12, avec la possibilité d'avoir 8 Tera de disques, 10 adaptateurs, 16 processeurs et 69 Go de mémoire RAM. Avec la version 11, j'ai la même chose, mais je n'ai pas le support DirectX. Tandis qu'ici aussi, il y a certaines versions de VMware avec lesquelles il n'est pas compatible. Supposons que je vais à la version la plus bête, la plus ancienne, la version 4. Je ne peux pas avoir une machine qui a plus de 3.5 Go de mémoire. Le maximum des processeurs, c'est 4. Le maximum de cartes réseau, c'est 4. Le maximum de taille de disque dur, c'est moins d'un Tera. Il ne prend pas en support les SATA, il ne prend pas en support tout ce qui est son, tout ce qui est USB, beaucoup de changements des displays, c'est-à-dire des modifications graphiques. Il ne sait pas suivre les mouvements de la batterie, il ne sait pas suivre les plugins du processeur, et voilà, beaucoup de limitations, mais quand même compatible avec toutes ces versions de VMware, mais je peux aussi dire qu'il soit compatible avec la version de EXIS Server. Ici, je paramètre. Et voilà, donc toutes les versions des VMware sont là. À chaque fois que je monte des versions, je vois que les limitations diminuent et c'est ça le travail que VMware fait. Et ça, c'est dans la version standardisée. Rappelez-vous, si je rentre dans Typical, je n'aurai que la version 12 standard. Donc, à vous de voir. Bon, je prends la version standard et j'ai trois possibilités qui me sont offertes. La machine que je vais créer, je peux l'installer soit à partir de mon lecteur physique. Bien sûr, vous allez voir que c'est le E. Et là. Et bien sûr, j'ai un autre lecteur F. Donc j'ai le E et le F comme lecteur physique. Bien que celle-ci est virtuelle. Voilà pourquoi il y a BD. Donc c'est un lecteur que j'ai créé avec les Diamond Tools.
Je peux installer à partir d'une image système qui est sur ma machine. Donc, je peux aller chercher un ISO. Et là, par exemple, l'ISO des CentOS, des Debian, des serveurs 2008, de Seven ou d'XP. Ou je peux tout simplement dire, bon, moi, je vais installer le système d'exploitation plus tard, qu'on crée d'abord la machine virtuelle. Lorsque je fais suivant, je suis confronté à choisir la famille des systèmes d'exploitation que je vais utiliser. Soit un Windows, soit un Linux, un Novell, un Solaris, soit un NSX ou un autre type de système d'exploitation. Les Windows, je vais de la version 3.1, dans ce qui est venu avant 95, jusqu'à curieusement à Windows 10. Oh, là, c'est merveilleux. Donc, je peux même émuler les serveurs 2016 dans le VMware, la version 12. Et ça, c'est tellement important. Donc, j'ai le support de toutes les anciennes vieilleries de Windows, mais aussi de nouveautés Windows. Alors ici, pour ne pas faire beaucoup de choses, je peux prendre, par exemple, le Windows 7. Et je fais suivant. Je vais aller spécifier où va se placer ma machine. Donc, j'ai un dossier. Généralement, j'ai l'habitude de prendre un dossier différent, une partition différente de votre partition système. Donc, au lieu de prendre le C, je prends le D. Et puis, je vais donner un nom, par exemple, test Win7. Voilà. Je vais faire suivant. Je peux toujours aller dans les navigateurs de chemin pour aller changer l'emplacement que je veux. Je fais suivant. Et ici, je spécifie la taille de ma partition et la taille est en giga. Donc, si je dis 60 gigas, on me dit recommended size, c'est 60 gigas. Donc, la taille qu'on vous recommande, c'est 60. Alors, il y a deux options. Store file, store virtual disk as a single file or split virtual disk in multiple files. Je vous conseille toujours pour des raisons pratiques de prendre la première option pour ne pas avoir un disque dur qui est coupé en plusieurs fichiers. Ça n'est pas bon pour des raisons de performance parce que vous aurez la facilité d'exporter votre disque dur, mais vous aurez la facilité de les compiler sur certaines machines. Vous avez l'habitude de garder votre disque dur dans un seul fichier. Comme ça, vous pourriez facilement bien manager votre ordinateur. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à séparer les fichiers ou à laisser le fichier du disque dur intact en un seul. Moi, pour mon cas, je prends un seul fichier et là, j'ai le résumé, le récapitulatif de tout ce que je vais faire avec ma machine. Ou bien la machine virtuelle qui va être créée. Alors, je vois ici qu'elle a une mémoire de 1024 MB. Je peux customiser le hardware, c'est-à-dire je vais fixer une limite de la RAM. Je peux monter jusqu'à 64 maximum, comme je peux descendre. Alors, lorsque vous avez le jaune, c'est la taille maximale de la mémoire RAM que vous pouvez utiliser. Dans la partie bleue. Donc, c'est la taille maximale de la RAM qu'on vous recommande d'utiliser. Bien que j'ai ma machine qui a beaucoup plus de RAM, mais moi, je peux aller, on me demande, arrêtez-vous toujours à ceci. Et bon, pour le cas ici, je vais mettre 512. On peut toujours ajouter au-dessous des C périphériques, d'autres par exemple, en faisant add. Donc, j'ai une liste exhaustive de périphériques. Je peux ajouter un lecteur DVD pour avoir 2 lecteurs DVD si besoin. Je peux ajouter un lecteur de disquette, un adaptateur réseau, un lecteur USB, une carte son, un port parallèle, une imprimante, ainsi de suite. Et toutes ces choses sont des périphériques, bien sûr, qui vont être ajoutés, mais qui sont virtuels. Pour l'instant, besoin n'est pas, et je saute. Donc, toutes ces choses qu'on ajoute sont virtuelles. La mémoire RAM qu'on va créer, elle est virtuelle. Les processeurs, virtuels. Les DVD, virtuels. Les cartes réseau, virtuelles. Et tout le reste, virtuel. Et je termine, je fais close. Et je vois que la mémoire a changé. Je peux faire finish. Et là, regardez, j'ai un test Windows 7, une machine virtuelle qui est prête à être installée. Alors, je peux arrêter, c'est Windows 7, c'est Windows XP pour ne pas beaucoup utiliser la mémoire pour des machines que je n'utilise pas encore. Et là,
si je lance, eh bien, j'ai un Windows 7 qui va être lancé, mais pour lequel je n'ai pas renseigné les DCD. Et regardez les comportements, il est identique à celui d'une machine dans laquelle il n'y a aucun système d'exploitation. Ce qui est encore curieux, c'est que la machine dont je créais, il y a maintenant des actions sur lesquelles je peux faire. Par exemple, je peux l'arrêter avec un shutdown. Bien, elle est arrêtée. Je peux la démarrer avec la barre de contrôle, tout comme en cliquant sur le bouton droit. Et en faisant F2, oh là là, bon, je vais cliquer droit, Power, et je fais Power Off, je l'éteins, j'allume, et j'ai la possibilité d'entrer à l'intérieur et de faire F2. Et voilà, ça, cette machine virtuelle, aussi virtuelle qu'elle a le BIOS, où je peux aller configurer l'ordre de bootage, la sécurité, des modes de disque dur. Je peux demander qu'elle soit multiprocesseur, les tailles de la cache et beaucoup de choses. Par exemple, voilà, je peux ajouter d'autres fonctionnalités. Voilà, je peux partitionner, je peux détecter les éléments qui sont là. Je peux même regarder la taille de la mémoire cache. Je peux regarder beaucoup de choses. Je peux même entrer un mot de passe. Super utilisateur, mais tout ça, ce n'est qu'une apparence. Je peux fixer l'ordre de bootage et je peux encore sortir comme si j'étais réellement dans un ordinateur réel. Alors, lorsque j'ai les curseurs dans la machine virtuelle sur Windows, pour sortir les curseurs, lorsqu'il est capturé par la machine virtuelle, je fais Alt, CTRL. Sur VirtualBox, lorsque je suis dans la machine virtuelle, je vais quitter le virtuel, je fais juste la touche CTRL droite. Donc, il y a deux contrôles, il y a le contrôle gauche, contrôle droite. La contrôle droite me permet de quitter dans le virtuel. Donc, sur VMware, on fait Alt et CTRL. Sur VirtualBox, on fait juste la touche CTRL droite et on quitte sans être capturé. Alors, je peux encore faire clic droit et je vais sur Power Off pour éteindre la machine. Et si je vais charger les DVD, je vais juste aller chercher l'onglet CD Data. Je vais aller cocher utiliser une image ISO. Et voilà. Je peux aller chercher mon 7. Je fais OK. Et là, dès que je vais démarrer, c'est le Windows 7 qui va se charger directement pour l'installation. Et je peux continuer les processus d'installation normalement, comme j'ai toujours l'habitude de faire. Et l'installation va continuer.